Et si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur mon podcast Si maman m'avait dit. Un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je crois que nous avons eu tous ce moment où on aurait aimé que maman nous dise quelque chose, enfin ce petit quelque chose. Vous avez été plus de 5000 à écouter nos précédents épisodes. Merci à toutes les personnes qui ont notamment partagé le lien, qui ont donné leur feedback. Franchement, c'est très encourageant. Pour rappel, ce podcast est disponible sur toutes les plateformes, Google, Spotify, Apple Music et bien sûr la plateforme Anchor. Aujourd'hui, j'ai un invité que j'aime beaucoup, que je suis depuis 1 an à peu près, qui vient généralement dans les événements de mon agence et c'est toujours un plaisir de le croiser. Il s'appelle Franck Xavier et aujourd'hui, il va nous dire ce qu'il aurait aimé que sa maman lui dise. Alors, Franck Xavier, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Bonjour Diane Audrey, je suis Franck Xavier Kamdje, jeune entrepreneur, apprenti de la vie. Comme l'une de tes grandes amies dirait souvent Maureen Haïté, je me débrouille en tout ce dont j'ai du talent. Voilà, c'est en gros ce que je pourrais dire. D'accord, je pense que tu connais à peu près notre podcast. Quelle est la chose que tu aurais aimé que ta maman te dise ? J'aurais aimé que maman me dise, pour une mère, pour une femme qui a des enfants, pour elle, qu'est-ce qu'elle considère comme la plus grande richesse ? Qu'est-ce qui aurait comblé le vide qu'elle avait dans son cœur ? Et qu'est-ce qui aurait pu lui permettre d'un jour apaiser son cœur et dire voilà, mes enfants, c'est tout pour moi, ils me suffisent, ils sont mon plus grand bonheur. D'accord. Quelle est ton histoire avec ta maman ? Dans quel foyer tu as grandi ? Quel est le rôle de ta maman au sein de ton foyer familial ? Mon histoire, déjà, j'aimerais la raconter. Et pour pouvoir la raconter, il faudra même commencer par l'histoire de ma mère. Ma mère, elle était issue d'un foyer polygamique. Son papa avait 5 femmes, 19 enfants, dont elle avait 18 frères et sœurs. Mon papa décède à l'âge de 6 ans. Il laisse beaucoup de biens. Ayant servi dans l'armée, il a fait la deuxième guerre mondiale en Allemagne. Il rentre au Cameroun, devient notable de la chefferie Banjoun, sous-préfet de Bamendjou, où ma maman notamment elle est née. Et à 6 ans, son papa n'est plus là. La discorde s'installe. La discorde créée par la polygamie, notamment avoir 5 femmes, 19 enfants, plus de ressources, etc. La jungle s'installe et il faut survivre. Ma maman se retrouve en train de se marier à l'âge de 19 ans. Un homme, que je ne dirais pas aujourd'hui qu'elle a forcément aimé. Un homme, parce que de son vivant, elle me disait du peu de temps qu'on a pu se côtoyer, elle me disait toujours... Voilà, votre papa, je l'ai épousé parce que il y avait cette pression de survivre, étant habitué à un certain rythme de vie, un train de vie, etc. Elle est la seule fille à sa mère, la première fille, parce qu'elle a une petite sœur et rien que des frères. Elle est la première fille, elle est la première à être envoyée en mariage, etc. 11 ans plus tard, elle a fait ses 2 enfants avec un homme. Ils commencent leur vie à Douala, ils s'installent à Douala. Ils commencent leur vie tout petit, un jeune couple. 11 ans, 3 enfants naissent de cette union. Un petit patrimoine, un peu de ressources. Ils se battaient bien. Mais à un instant, il y a une certaine guerre qui s'est installée dans le foyer de mes parents. Moi, j'ai l'âge de 6 ans. Mon grand frère, il a l'âge de 8 ans. Mon petit frère a l'âge de 4 ans. On voyait des scènes, mais le sang... Je voudrais pas pousser la chose, mais c'était vraiment une période vraiment drastique pour nous. Voilà le foyer dans lequel j'ai grandi. J'ai grandi dans un foyer plein d'amertume. Les murs tachés de larmes, ma maman qui pleurait tout le temps, qui me disait toujours, et je vais toujours dire du peu de temps qu'on a pu se côtoyer, j'ai quitté votre père parce que je n'aurais jamais voulu aujourd'hui, quand vous serez des adultes, avoir à répondre à la question d'avoir été poussé au niveau de tuer votre père. Je préparais ce qu'il mange le soir, après avoir été rouillé de coups. J'aurais pu mettre tout ce que je voulais dans son plat et cette histoire de violence conjugale aurait été terminée. Mais j'ai préféré me retirer et pour ne jamais avoir à répondre à cette question venant de vous. Ça, c'est une des choses que j'ai eu quand même le temps de discuter avec ma mère. Et c'était avec chaque fois plein de larmes,
plein de douleur dans le cœur. C'est une des choses que voilà, je ne saurais même décrire en fait. Merci beaucoup de partager cela avec moi, avec nous. Je te sens très touchée, je suis aussi très touchée par tout ce que tu dis là, parce que dans nos sociétés, il y a quand même beaucoup ces questions de violence conjugale et on a rarement le regard des enfants. Je crois que quand on est enfant, on subit, et c'est souvent quand on devient adulte, en fait, on découvre tout ce qu'on a vu enfant a eu comme impact sur nous. J'aimerais savoir, parce que tu as parlé de la genèse déjà de l'histoire de ta maman, est-ce que c'est un travail que tu as fait personnel ou c'est un travail, ou c'est ce que ta maman t'a dit de son histoire? Déjà, je vais dire que c'est un travail que j'ai fait de mes observations, parce que je suis déjà un enfant qui, voilà, avec cette absence, avec déjà ce certain nombre de lacunes, j'ai appris à beaucoup observer. Ne pas agir, mais j'observe beaucoup. Déjà, je vais dire, quand je quittais de l'école à l'âge de 9 ans, parce que quand j'ai 6 ans, il y a 3 ans, j'ai pas vu ma mère une seule fois. À l'âge de 9 ans, je comprends que qu'est-ce qui se passe? Je suis avec mes camarades de classe, les mamans viennent les rendre visite à l'école, ils ont une relation avec leur mère. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je n'ai que 9 ans. Est-ce que je ne peux pas essayer d'aller vers elle? Peut-être elle est dans son coin, elle se dit, mon père est le gros blocus. Ou elle se dit, c'est une question de vie ou de mort, je dois éviter d'être en présence de celui qui m'a martyrisé pendant des années. Je vais vers elle. Je quittais parfois l'école, puisque mon école était dans le quartier de résidence où nous on vit, là où la maison familiale se trouve. Donc je quitte de l'école, ma maman vivait à Bonamou-Sadi à cette époque. Je vais avec mes camarades de classe qui vont vers Bonamou-Sadi, je demande, mais est-ce que toi tu habites là? Et tout. Je marche à pied, je me retrouve chez ma mère et tout. Et comment je fais pour découvrir où ma mère vit? Via une de mes tantes. C'est une de mes tantes, une fois, qui passe à la maison, j'insiste, parce qu'il y avait certaines de nos tantes qui se souciaient vraiment de nous. Passaient de temps à autre, dire que voilà, laisser une paire de chaussures pour l'école. Elle se souciait. Je m'accroche chez ma tante, c'est comme ça que je connais où ma mère vit. Quand je suis à l'école, parfois les week-ends, quand on fréquente le samedi, je rentre plutôt à midi, je vais chez ma mère. Elle ouvre la porte, elle me trouve là. Comme ça, à partir de 9 ans, qu'on a pu nouer une petite relation. Parce que je me disais toujours, elle ne viendra pas vers nous, peut-être parce que son martyr est là. C'est lui qui nous garde. Donc j'étais obligée. Je dis, mais je peux faire ça pour moi, pour mes frères. À l'âge de 11 ans, maman m'achète le premier téléphone que nous gardions dans la maison. C'est moi qui le cachais en bas de mon lit. Elle appelait de temps à autre, etc. C'est comme ça que mes frères et tout. Et des dimanches, parfois, je prenais mon petit frère, mon grand frère. On va chez elle, mais sans que mon père ne sache. Quand mon père a découvert le téléphone dans la maison, il a saisi le téléphone. Bastonnade. C'était du tic au tac, c'est la bastonnade. C'est comme ça, il commence à faire des menaces. Si vous continuez à aller chez votre mère, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et c'est comme ça que je reçois des menaces. Il a découvert à quel âge? Tu avais quel âge? J'avais 11 ans, entre 11 ans et 12 ans. Donc, de 11 ans, quand je reçois mon petit premier téléphone que je gardais dans la maison, je l'ai gardé pratiquement une année scolaire. Parce que je suis assez futé, j'ai pu le cacher pendant une année. Mais après, un jour, il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte. Comment il a découvert? Je pense que c'est mon petit frère qui jouait. Mon petit frère l'a pris et dans le noir, il était là. Il est entré subitement, il a trouvé mon petit frère. Il me demande c'est le téléphone de qui? Parce que c'est pas lui qui a acheté le téléphone. Qu'est-ce qu'un téléphone fait dans sa maison? Mon petit frère lui dit c'est le téléphone de Franck. Comme ça, on m'appelle et voilà. Alors, vous êtes 3 enfants, tu disais dans ton récit. Tu es le quantième? Le deuxième. Alors, on a l'impression que c'est toi le leader de tout ça. Comment, tu nous diras peut-être tout à l'heure comment ton grand frère s'est positionné par rapport à ça. Oui, je vais prendre le temps de vous expliquer comment chacun, à sa manière, gère le processus de guérison et tout. Donc, revenons donc à comment j'obtiens toutes ces informations. Le peu de temps que je passe avec maman, elle me dit, parfois elle nous raconte. À cet âge, elle évitait. On a continué, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle décède. Aller voir ma mère, c'était toujours une histoire de cache-cache. Ça n'a jamais été, papa, voilà, je vais passer le week-end chez maman. Jamais. Ça n'a jamais été le cas. Ça a toujours été une histoire de cache-cache. Je vais voir maman, elle me donne un peu d'informations. Je n'ai jamais rencontré mon grand-père. C'est elle qui me raconte comment sa famille est, tous ses 19 frères, comment ils vivent, où sont les 5 femmes de son père, comment son patrimoine a été ségrégué et tout. Et comment une partie de ses frères ont la main mise sur les biens pendant que d'autres misaient, etc. Elle me raconte plein de choses. Donc, c'est ça qui me donne un petit avant-goût, une petite notion de comment ce foyer polygamique est devenu un champ de bataille. C'est déjà de là.
Maintenant, le reste, c'était mes observations. C'était réellement mes observations et le courage. J'ai toujours été quelqu'un d'assez courageux. Je vais pas m'inventer ou quoi que ce soit, mais je sais dans mon fond intérieur que la petite relation que mes frères et moi avons eue avec ma mère a été grâce au courage que j'ai eu, grâce à l'humilité de me dire que voilà, je ne veux pas savoir quelles sont ses raisons à elle, je veux juste que ma mère soit présente dans ma vie. C'est tout. C'était ça. D'accord. Lorsque ta maman part, tu as 6 ans. Ton grand frère a quel âge? Mon grand frère, il a 8 ans. Et ton petit frère? Il a 4 ans. D'accord, nous sommes en quelle année? En 2001. Tu te souviens de ce jour où elle est partie? Oui, je ne vais jamais oublier ce jour parce que nous sommes dans un quartier résidentiel, tout le monde s'entend. C'est quasiment les membres du quartier qui ont construit le quartier. Donc quand elle s'en va, les mamans du quartier viennent la supplient parce qu'elle s'est confiée à une maman plus âgée que lui. La veille, lui dit que je n'en peux plus, regarde mon corps, les coups, etc. etc. Je vais faire une petite parenthèse. Quand j'avais 5 ans, l'année avant, mon papa a fait 3 mois à l'hôpital général parce que ma maman lui a fait un coup de poignard dans le ventre. Et c'est elle qui était à son chevet. Donc pour montrer à quel point c'était grave. Et quand ma maman quitte la maison, ma maman avait une plaie sur son pied. C'était sanguinaire. Ce n'était pas juste une gifle. C'était un réel champ de bataille. C'était comme ça a été dans son foyer polygamique. Là, dans le foyer polygamique de ses parents, je ne sais pas si il y avait la violence conjugale. On n'est jamais allé jusqu'à ce niveau. Mais elle est quittée d'un foyer polygamique discordieux pour entrer dans un foyer monogamique, mais encore pire. C'était terrible. Donc ce jour, quand maman s'en va, la maman au quartier, aujourd'hui elle est aux États-Unis, maman que j'affectionne beaucoup, elle vient à la maison, malgré la discussion, ma maman passe toute la nuit à faire ses affaires, elle vient, elle s'assoit au salon, elle supplie. Mon père même s'est mis à genoux, j'avais 6 ans, je ne vais jamais oublier ce jour, s'est mis à genoux et a demandé des excuses à ma maman de ne pas partir. Ma maman lui a dit, je ne peux plus supporter. Si je reste dans cette maison, c'est toi ou moi qui va mourir. Tu vas continuer de me frapper et un jour, je ne serai plus là. Qui va veiller sur mes enfants? Et si tu continues, tu vas me pousser au pire. Et je ne pourrai pas être là à veiller sur ces enfants et je n'aurai jamais la réponse de savoir où est passé leur père. C'est comme ça que ma maman se tourne vers moi, mon grand frère, mon petit frère, nous demande celui qui veut me suivre, qu'il arrange ces choses, on s'en va. Nous, on était là, on arrivait à 8 ans, 6 ans. Qu'est-ce que je comprends? Je comprends rien. Je sais seulement que voilà, les gens se battent. Parfois, je me bats avec mon grand frère, mon petit frère. Et puis voilà, ça passe. Je ne comprends pas l'échelle que ça a pour des parents, pour des personnes qui partagent une certaine symbiose, qui sont un couple. Je ne sais pas quel est l'impact pour eux. Je me dis, voilà, c'est juste un truc banal. Pourquoi on doit faire nos affaires et s'en aller? Ça va passer. On va partir, elle va revenir. Elle est partie en 2001, elle n'est jamais revenue. C'est la triste vérité. Ce n'est que ça. La dernière assise familiale que j'ai eue avec mon père, ma mère et mes frères, c'était pour son départ. Et la deuxième assise familiale, c'était quand elle est décédée. 17 ans entre ces deux événements que, voilà, je n'en parle vraiment pas. C'est un peu le courageux en moi, le battant en moi, l'observateur en moi qui dit, voilà. Désolée, on a plein de moments un peu de blanc parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions là. C'est pas évident. Lorsque ta maman vous demande de partir, que qui l'accompagne, elle demande à des jeunes enfants, en tout cas qui ne connaissent rien, ma foi, d'avoir une sorte de libre arbitre. Est-ce que c'est le fait que dans nos sociétés, un papa ait un rôle autoritaire qui fait que personne ne bouge? On reste avec papa. Je pense aussi. Tu as touché Mon père, je ne vais pas... Aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de renouer parce qu'il est mon seul parent vivant et c'est plus pour moi. C'est mon processus de guérison. Je pense qu'il faut briser le cycle pour les générations à venir. Je viens d'une lignée, voilà, je n'ai aucune maîtrise, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Et parfois, ce que je considère, je suis un fervent, je suis quelqu'un d'assez spirituel, je sais qu'il y a cela. Il y a des choses dans le vécu précédent qui empiètent sur les opportunités, sur ce que les enfants, la descendance, la génération à venir vivent. Moi, je suis un fervent croyant du briser le cycle, briser ce cycle de toxicité, briser
de savoir que voilà les mots qui ne sont pas seulement dans la société, qui sont dans mon foyer, qui sont où j'ai grandi. Et ton meilleur et ton plus gros combat, c'est de commencer par là, de briser ce cycle et de te dire, je dois changer les choses. I have to change the game. Comme on dit en anglais. Mon père, c'est de la dictature. Ce n'est pas parce que on ne pouvait pas partir avec ma mère. Ma mère a une grande famille. On se disait, ce qui est sûr, peut-être ses frères l'auraient aidé à nous soutenir, nous, ses enfants, etc. C'était plus la dictature de mon père. De savoir s'ils peuvent battre sur ma mère, si nous on s'en va avec elle, qu'est-ce qu'il ne serait pas prêt à faire pour nous exterminer? Ou je ne sais pas ce qui était dans sa tête. Je ne peux pas dire que voilà, c'est ce qui était. Mais en fait, comme tu as dit, c'était la frayeur. La frayeur, comme on dit dans nos sociétés africaines, il n'y a pas de libre arbitre. À 6 ans, tu ne connais rien. À 4 ans, tu ne connais rien. À 8 ans, tu ne connais rien. Donc, et puis pour nous, on abandonne la maison familiale. C'est pas comme si on était en location. On abandonne la maison familiale pour aller où? Mais maman, elle s'en va, elle va où? Etc. Donc, nous sommes restés là par frayeur. Et lorsque votre maman passe la porte et que la porte se ferme, tu te souviens de ce que tu as ressenti? Pas vraiment. Pas sur l'instant. Je n'ai pas réalisé jusqu'à ce que je fasse 3 ans. Mon père n'a pas pris une autre femme après. Qu'est-ce que je raconte? 5 ans. On a fait 5 ans. C'est là que j'ai réalisé que ma mère n'est pas là. 3 ans, c'est le temps que j'ai pris quand j'avais 9 ans de commencer à aller vers elle. Mais 5 ans, mon père a épousé une deuxième femme. Et... Ils ont eu d'autres enfants? Non, ils n'ont pas eu d'autres enfants. C'est à ce moment que je me rends compte que ma mère n'est plus là. J'ai appris à laver mes vêtements tout seul. Nous faisions la cuisine. Moi, je fais parfaitement bien la cuisine. Mes frères font parfaitement. On faisait la cuisine nous-mêmes. On avait des ménagères. De temps à autre, puisque mon papa est assez difficile, une ménagère vient, elle n'arrive pas à supporter, elle s'en va, etc., etc. Donc, on s'est auto-éduqués, mes frères et moi. Et ce n'est que là que j'ai compris que voilà, ma maman, mais dans l'instant, sur les 1 an qui ont suivi, je ne ressentais pas. Je ne ressentais vraiment pas. Malgré que je n'avais pas de ces nouvelles tout le temps, etc. J'ai fait 3 ans sans savoir où elle était. Il n'y avait aucune tante, etc. qui venait constamment. C'est une fois, quand il y a peut-être un deuil, une tante va venir à la maison laisser la nouvelle ou, comme j'ai dit tout à l'heure, laisser une paire de chaussures à la rentrée. Et la rentrée, c'est la rentrée prochaine qu'elle pourra revenir. Et voilà. Donc pendant tout ce temps, tu n'as aucune nouvelle. Et ton papa ne vous disait rien? Il n'avait pas de nouvelles non plus. Ce qui est sûr, et je l'ai su plus tard, il allait souvent vers sa belle famille pour essayer de se faire pardonner, de récupérer la femme qu'il avait dotée il y a 11 ans. Il ne nous le disait pas. Désolé. À 8 ans, ce n'est pas ces conversations qu'il va avoir avec toi. À 9 ans, à 10 ans, 11 ans et tout. Ce n'est qu'étant grand. Et c'est ma mère qui me le dit, le peu de temps qu'on a continué à être ensemble, qui me dit ton père allait voir ma soeur, ton père pour essayer de... Mais c'était trop tard, elle avait dit je ne peux plus. C'était le ras-le-bol, elle a supporté 11 ans. Et je dirais toujours que je ne vais pas dire que c'était une femme égoïste, parce qu'elle a quand même pris la peine de faire tous ses enfants avec un seul homme. Elle était une femme posée qui était prête à construire sa vie, malgré que elle ne soit pas forcément entrée dans ce mariage peut-être par amour, parce qu'elle le disait toujours, c'était sous la pression de sa mère. Mon père a plus, je ne vais pas dire fait la cour à ma grand-mère, mais il a plus obtenu l'accord pour le mariage de ma mère en passant par ma grand-mère. Ma grand-mère recevait des cadeaux, des jambes d'huile, du riz. Durant cette période, tu sais que si ta maman elle s'est confiée à des personnes, tu as parlé d'une voisine, mais tu sais si elle en a parlé à sa famille et s'ils l'ont accompagnée dans ce choix, ou c'était comme ce qu'on a l'impression que on te dit supporte ma fille. C'était le support, constamment, il faut rentrer dans ton foyer, il faut rentrer dans ton foyer, Je ne sais pas, vu que je ne l'ai pas connue comme j'aurais aimé la connaître, je ne sais pas si elle a eu une amie à qui elle disait tout. Je ne sais pas quelles étaient ses fréquentations. Je n'ai vraiment pas une idée vraiment fixée sur... Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle était dans une optique de... Il va payer pour tout ça. C'était toujours, même jusqu'à sa mort, ma mère disait toujours...
il va payer. Un jour, vous allez... Elle me disait toujours que vous allez travailler. Ce monsieur sera malade. Vous n'aurez même pas le temps de lui acheter un médicament. Pour vous dire à quel point les paroles d'amertume étaient poussées. C'était les larmes. Et elle me les disait toujours en larmes, en larmes, en larmes. Donc, elle n'avait pas pris le temps de faire son processus de guérison. Elle était dans l'optique de vengeance. En 17 ans. Elle était toujours ancrée dans sa vengeance. Et sa vengeance a pris le dessus parce qu'à un moment, quand nous on commence à comprendre certaines choses, on se dit, mais maman, passe à autre chose, nous sommes là. Ça devient de votre père, vous êtes intoxiqué, etc. Et voilà, et à partir de l'âge de 20 ans, elle et moi, on a coupé le contact. Parce que je disais, je ne peux pas grandir avec une telle toxicité. Je suis en train d'essayer de construire ma vie. Même si on sort de quel foyer, il faut briser le cycle. Et avoir ce genre de paroles tout le temps, ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas. À un moment, j'ai dit... Et c'est à ce moment que je me rends compte que si je n'avais pas fait le premier pas à l'âge de 9 ans, et pendant mes 15 ans, 17 ans, 18 ans, à être constamment derrière ma mère, elle n'aurait même peut-être jamais noué le contact. Ça, je ne suis pas sûr. Mais avec ce que j'ai vécu, et avec la façon même que son décès est arrivé, sans qu'on ne puisse vraiment maîtriser la chose, je suis sûr que elle serait restée dans son coin et dire que ce monsieur a foutu ma vie, qu'il fasse bon lui semble de ses enfants, qu'ils vivent leur vie. Et voilà, c'est tant de choses. Donc, il y a tant de choses que j'aimerais aujourd'hui qu'on continue à se dire, qu'elle me dise, voilà Xavier, voilà. Voilà Xavier, c'était pour telle raison. Voilà Xavier, voici ce qui m'a empêché de guérir. Voilà Xavier, ce qui m'a traumatisé dans le foyer de ma mère. Voilà tant de choses que j'aurais aimé que maman me dise. Et elle n'est plus là. Elle n'est plus là aujourd'hui. Comme je l'ai toujours fait, comme on l'a toujours fait, mes frères et moi, on s'auto-éduque. J'apprends des autres femmes que je rencontre. Quand je rencontre une Diane Audrey, pionnière de l'entrepreneuriat, conseillère, mentor, je me place avec tellement d'ardeur pour écouter ce qu'elle a à dire parce que je les écoute avec la voix de ma mère. Je me dis, ça c'est ce que maman me dit et c'est ce qu'il faut faire pour t'en sortir puisqu'elle n'est plus là. C'est mon mécanisme, voilà. C'est un de mes mécanismes de guérison que je me suis moi-même créé et jusqu'ici, je tiens le bout. J'espère que les choses iront en s'améliorant. Mais la polygamie, la violence conjugale ne regarde même pas juste les parents. Les enfants sont les dommages collatéraux. Je parle aujourd'hui en tant que survivant d'une telle discorde. C'est le réel fléau de notre société. On n'est pas en train de s'en rendre compte. On est très distrait par d'autres problèmes, etc. Mais les dégâts que nous commettons avec des décisions mal prises sur les enfants à venir sont d'une portée incommensurable. Et surtout pour nous les Africains, parce que nous nous plaignons du développement, nous nous plaignons de plein de choses, mais le développement ne se fait pas avec un désordre émotionnel. Personne ne peut construire quoi que ce soit quand émotionnellement il est un fléau, ou il est chaotique, ou il est en mal. Voilà ce que je peux dire. C'est assez incroyable parce que tu as fêté tes 25 ans il y a quelques semaines. 2 semaines ? Oui, le 27 mars. Le 27 mars. Et je me dis, mais quelle maturité ! Comment il y a 5 ans, tu as réussi à te dire, je veux renouer avec ma mère, mais de la manière dont elle m'amène depuis 11 ans, donc quand tu avais 20 ans, c'est toxique. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, revenons un peu. Tu as 11 ans, ton papa récupère le téléphone. Qu'est-ce qui se passe pour toi entre 11 ans et 20 ans quand tu décides de prendre tes distances ? 11 ans, je suis toujours en contact avec ma mère. De 11 ans jusqu'à 20 ans, quand je décide de rester dans mon coin, je suis toujours en contact, j'essaie de comprendre. Les choses n'étaient pas assez toxiques. J'avais 15 ans, j'avais 16 ans, j'avais 18 ans. Je n'avais pas une certaine compréhension des choses. Je laissais tout passer en fait. Donc ces 17 ans, c'était du laisser passer. Quoi qu'elle dise, si elle nous rabourre, si tu lui demandes quelque chose, c'est du hey, va demander à ton père, collez-moi la paix. Je laisse passer.
Et ça, elle avait quelque chose qu'elle disait toujours, je ne vais jamais oublier ça, ça m'amusait même parfois, elle me dit, j'ai donné la sueur de ma jeunesse pour construire ton père. Il a fait, je lui ai donné mes entrailles, il en a fait ce qu'il en a fait. Ne venez rien me demander, allez lui demander. Tant que le dernier radis n'est pas fini, de me demander. C'est comme ça que c'est amusant. Je vois, tu ris. C'est comme ça que ma maman gérait. Pour vous dire à quel point c'était David, Goliath, chacun sort son arme et on va voir qui va tomber le premier. Nous, on était au milieu. Tu ne peux rien demander à maman. Et papa pouvait. Papa a pris une deuxième femme. Il continuait sa vie. Ses affaires marchaient en ce moment-là, etc. Donc, c'était juste... Maman devrait aussi pouvoir, voilà, parvenir à mes besoins. C'était pas qu'il y avait un réel manque que papa ne peut pas. Papa payait les études, etc. Mais c'est juste avoir cette réponse venant de ta mère. Ce n'est pas ça que tu t'attends. Moi, je veux tel tennis, je veux tel jeu vidéo. Ton père détient la sueur de ma jeunesse. Allez. C'est terrible, hein. C'est comme on dit en Afrique, c'est le toit qui cache les problèmes, notre toit caché des choses. Comment ta mère, parce que ta mère, elle a pas, on ne sait pas et on ne saura peut-être jamais, mais elle n'a pas eu le temps peut-être de se pardonner sur plein de choses, se pardonner en tant qu'enfant d'un foyer qui n'a peut-être pas été là où elle aurait voulu être, pardonner d'avoir fait un choix qu'elle ne pouvait qu'assumer, c'est-à-dire d'aller en mariage à 19 ans avec un homme qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'aimait pas, pardonner d'avoir abandonné ses enfants peut-être pour elle aussi, pardonner plein de choses. Comment tu penses qu'elle a accueilli le mariage de ton père? Je le sais parce qu'à cette période, on était en contact. Je me souviens, un matin, mon père a vraiment, je vais dire, semé la graine de la violence. À un moment, sa deuxième femme était un peu comme une marâtre. Elle battait sur moi. Un matin, ma maman se lève et... C'était la première fois vraiment que... C'est ça qui aussi m'a permis vraiment de renouer. Un matin, elle se lève à 6h. Quand la deuxième femme de mon père a battu sur moi parce que je n'avais pas fait la vaisselle assez tôt, ou une histoire, elle allait au marché, elle est rentrée, trouvait que j'étais devant la télé. Elle a récupéré une bille de bois, elle a frappé sur moi, je me suis cassé le bras. Je prends le téléphone que je cache. Parce que quand mon père a saisi le premier téléphone, ma maman achetait toujours les téléphones. Elle achetait, j'avais toujours... je n'ai jamais passé une année sans un téléphone. Je n'ai jamais... Donc j'appelle maman, je dis, maman, voilà, la femme de papa m'a cassé le bras. 6h, elle était devant la maison. Elle a fait un boucan. Pas possible. Elle a dit à cette femme, j'ai quitté cette maison en laissant une ménagère. Je considère que jusqu'aujourd'hui, c'est la ménagère qui est dans ma maison que j'ai construite et qui prend soin de mes enfants. C'était l'insulte du siècle pour la femme de mon père. Elle était dépassée, elle était traumatisée. Tu quittes, tu abandonnes tes enfants, mais tu viens aujourd'hui me traiter de ménagère. Ma mère était aussi une femme très amusante. C'est une chose que j'ai beaucoup aimée, mais c'est le plus grand souvenir. Très drôle, très amusante. Et elle était comme ça parce que ça lui permettait de cacher la douleur. Si elle entre dans la pièce, tout le monde va rire, tu ne peux pas avoir un problème. Elle avait toujours le... Et c'est ça que j'ai remarqué. Les gens qui ont toujours les meilleurs conseils, il faut toujours avoir les meilleurs conseils pour eux-mêmes. Elle était une femme de conseil. Je dis, tu as n'importe quel problème, elle va te dire, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Enfin, la preuve, mon père est le fruit de cela. Avant que lui-même, voilà, avec les mauvaises décisions, crée le chaos dans sa vie. C'était une femme de conseil. Mais pour elle-même, je considère jusqu'aujourd'hui qu'elle n'a pas eu les meilleurs conseils pour elle-même. Et quand je lis les livres, ça se dit beaucoup. Les gens qui ont les meilleurs conseils pour autrui, ils ont toujours tendance à ne pas avoir les bons conseils pour eux-mêmes. Oui, c'est le cordonnier mal chaussé, hein, ou le coiffeur mal coiffé, c'est souvent le cas. Et c'est pour ça qu'à ces personnes, il faut toujours leur demander en les regardant dans les yeux si elles vont bien. Oui. Et vraiment, parce que ces personnes, autant tu donnes en termes d'énergie, autant tu as besoin aussi de recevoir pour recharger l'énergie. Donc quand ta maman vient, ta belle-mère, oui. Ta belle-mère qui se comporte en tout cas comme marâtre, comment elle réagit après sur vous? Est-ce que cette attitude de ta maman a un effet sur vous ou elle se tient à carreau? Elle se tient à carreau parce que voilà, mon père, quand ma mère a fait ce geste, elle lui a donné un ultimatum. Lui dit, moi je t'ai laissé mes enfants,
Ce n'est pas pour que vous tuez. Tu as voulu me tuer. Si tu ne vas pas suivre sur mes enfants, quelle que soit la femme que tu mets ici, ce n'est pas mon problème qu'on ne mette plus la main sur mes enfants. C'est comme ça, mon père a dit à sa femme. Les tâches ménagères, on a engagé une ménagère, on avait arrêté plus de tâches ménagères. L'ultimatum est passé. Et je me dis que l'ultimatum est passé parce que mon père avait toujours ce grand regret. Qu'est-ce que j'ai fait? La femme de ma vie est partie. Et voilà ces enfants qui sont ici, ils souffrent, etc. Quand il a donné l'ultimatum, on n'a plus ce problème. Et 2-3 ans après, ils se sont séparés. Mon père, je ne vais pas entrer, c'est toute une autre histoire. C'est peut-être si papa m'avait dit qu'il faudra pour vraiment raconter ces péripéties, en fait. Je ne vais pas entrer vraiment dans les détails, mais voilà comment ça s'est passé pour nous. Mon père a dit, stop, tu ne tapes plus sur mes enfants. Et étant difficile comme il est, leur relation aussi a tourné au vinaigre. Donc, et tout. Donc, c'était... Je suis un survivant de beaucoup de choses. Et ça a aussi aidé, comme Diane a dit tout à l'heure, la maturité. Je suis encore en train de continuer à grandir. Je suis encore en train de continuer à faire mes observations parce que ma plus grande arme, c'est l'observation. Dire, trop parler n'est pas nécessaire pour moi, c'est observer, de savoir que dans cette pièce, qui est la bonne personne et comment vais-je faire pour être avec cette bonne personne au bon moment. C'est une des choses que j'ai appris avec ce traumatisme, avec cette façon de gérer la vie. J'ai compris que voilà une des premières armes dont il faudra que je me munisse. Qu'est-ce que tu penses que tu as eu comme séquelles de ces histoires ou sur lesquelles tu essayes peut-être de travailler aujourd'hui? Les séquelles, je ne pense pas que j'en ai vraiment, puisque j'essaye au maximum de travailler sur un bon nombre de domaines. La plus grosse chose que je peux dire, c'est quoi? Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je vais essayer plein de choses, etc. Je n'ai pas vraiment le soutien là. Je n'ai pas vraiment la conseillère là qui va me dire « Ah, maman, ou si je ne peux pas gérer, maman est là, elle m'aide. » Ou si j'ai un problème financier, maman m'aide. Ou si j'ai besoin d'un investissement, maman m'aide, etc. Et vu que je suis encore en train de travailler émotionnellement sur moi, ça impacte beaucoup, ça a impacté beaucoup sur mes études. Sur mes études parce que quand mon papa me payait des études et il savait toujours, notamment que j'étais toujours en contact avec ma mère, il peut me donner de l'argent de baignance en m'insultant. Non, ta mère, elle est là derrière, elle se prostitue, moi je travaille ici pour vous, etc. C'est des mots qui ont beaucoup affecté. Je suis sur mes cahiers, mais ma tête n'y est pas. Ma tête n'y est pas parce que tu reçois ce soutien avec un certain chantage, un certain, je ne vais pas dire mépris parce que c'est quand même mon père, mais ce n'est pas un amour plein, ce n'est pas un soutien qui vient avec un amour plein, il y a la guerre dessus et c'est des choses qui m'ont vraiment foutu émotionnellement et sur lesquelles je travaille, je vais me retrouver à travailler dessus même à mes 40 ans. L'essentiel c'est pour qu'un jour je puisse dire, je souffle et je dis, ça m'a construit. Cette expérience m'a construit. Cette expérience a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Quelqu'un de bien, quelqu'un de compatissant, quelqu'un d'averti. Mais le chemin est encore long. Merci beaucoup. Et tes frères? Mes frères, déjà, mon grand frère, il est né justement comme mes parents, parce que mon papa, il travaillait à Bafoussam. Quand il est venu s'installer à Douala, ma maman était enceinte. Il vient à Douala. Les activités de mon père, boum. Mon frère a quasiment tout eu. Ton père faisait quoi? Mon père, commerçant, grossiste. Ses activités commençaient à fleurir, etc., etc. Ma maman était restauratrice. Elle a été restauratrice toute sa vie. Elle a eu peut-être 5 restaurants. L'ouvrait, fermait, pour des raisons que j'ignore réellement. Mon grand frère, l'aîné, chouchouté, etc. Malgré tout cela, ça ne lui a pas construit une certaine personnalité. Jusqu'aujourd'hui, il est quelqu'un de très laxiste, il n'est pas dans l'action. Il est très... Ah, ça va aller. Il est dans le ça va aller. Il a vécu, il voyait plus qu'étant notre aîné, il comprenait déjà un peu plus. Quand il voyait sa mère se rouler de la chambre avec du sang sur elle, il voyait. Ça l'a rendu renfermé. Mon grand frère est très timide. Il est très timide, il ne parle pas beaucoup. Il est, contrairement à moi qui est outgoing, il est très... Non. Il regarde, il est dans son coin. Vous en discutez? Pas vraiment. Il n'en parle pas beaucoup. Même comment son processus... Déjà, il ne vit pas au Cameroun, il vit à Berlin. Déjà, le processus qu'il a utilisé peut-être pour faire son deuil, je ne sais pas.
Je ne pourrais pas te dire que voilà, c'est comme ça, etc. Mon petit frère, par contre, il est comment je vais dire, il est très dur de caractère. Maman est partie à 4 ans, quand il avait 4 ans, il n'avait personne. Son système de défense, c'est d'être solide. Il est comme un roc. Tu ne peux rien lui demander, tu ne peux rien lui dire. Quand il dit c'est comme ça, il est braqué. Il est très... Non, c'est comme ça que j'ai dit. On fait comme ça. Parce qu'il sait qu'il a toujours fait comme ça et c'est comme ça qu'il a survécu. Donc personne ne doit rien venir lui dire. C'est comme ça. Il est très dur de caractère. On dit souvent que dans certains foyers où il y a eu des violences, soit si tu es une femme, tu es quand même à même soit de rechercher un homme violent, parce que ça te rappelle ce que ta maman a potentiellement vécu, et d'ailleurs dans les deux sens, parce que la violence n'est pas que dans un sens. Et on dit que certains garçons peuvent reproduire ce qu'ils ont vu. Est-ce que dans ta famille, tu as eu peur de ça, ou la question s'est souvent posée chez tes frères et toi? Des traits ont commencé à se faire sentir quand une fois mon père se retrouve dans un crépage de chignon, je vais dire ça comme ça, avec mon grand frère. Et mon grand frère lui a donné une gifle. L'année qui a suivi, on l'a envoyé fréquenter à l'étranger. Et c'est mon père qui a pris cette décision. Je pense qu'il y avait toutes ces choses ancrées à l'intérieur. Parce que ça devait ressortir. Donc, on l'a mis à l'écart. Nous, ici, moi personnellement, je bavarde beaucoup. Mais je n'ai pas la force là. Tu m'énerves là, je suis parti. Je dis, vous savez quoi, la vie c'est devant. Je ne peux rien faire. Je peux arracher mon poumon pour te donner. Tu ne peux pas arracher ton poumon pour me donner. Donc c'est la négociation ou rien, ou je suis pas là. Mon petit frère, comme j'ai dit, il est très rock. Et quand il dit, il a dit. Après, voilà, personne n'a jamais vraiment montré ce signe de violence. Après, mon frère étant en train de vivre à l'étranger, avec d'autres cultures, etc., je pense qu'il voit les choses différemment. Et j'espère que demain, il n'est pas marié. Il a 27 ans aujourd'hui, j'ai 25, mon petit frère a 23 ans. Il n'est pas encore marié. Mais j'espère un jour s'il se marie, on ne va pas reproduire parce que je dis et je dirai toujours, le cycle doit être brisé. C'est ça le plus important. Tu le dis à tes frères aussi? Oui, je leur dis Parfois quand on est dans des problèmes, parfois on a des problèmes vraiment banals. Mais je me dis, son système de défense, je le comprends. On peut faire 2 jours, 3 jours, on ne se parle pas. Après je reviens, sans même qu'on ait de conversation. Je reviens naturellement parce qu'on a vécu le traumatisme ensemble. J'ai peut-être ma façon de parler, raconter, dire ceci, bavarder et tout. Lui, il ne bavarde pas. Il est fermé, tu ne peux rien lui dire. Et tout. J'attends quand il est propice d'écouter. Et voilà, je viens, je lui dis ce que j'ai à lui dire. Et puis, on a toujours fonctionné comme ça. Et je comprends que c'est la résultante de tout ça. Je ne peux pas l'en vouloir. C'est mes frères. Si je l'en veux aujourd'hui, c'est que je suis en train de perpétuer le cycle. Être en discorde avec tes frères. La suite, c'est quoi? Tu n'as plus de famille, tu es seul au monde. C'est quoi? Tu vas compter sur qui? Je leur dis tout le temps qu'on ne peut être que soudés, voilà. Chacun ressent quelque chose, vit quelque chose. Et pour tout le monde, je dirais toujours guérir, briser le cycle, guérir. Si j'étais avec ma mère aujourd'hui, je lui dirais, ne t'occupe même pas de nous. Prends le temps de guérir. Même si c'est à 80 ans que tu vas dire non, ça ce fut... une étape de ma vie. Mais aujourd'hui, je dis, voilà, mon cœur est en paix. Ça, c'est la conversation que j'aimerais avoir avec elle. Lui dire que voilà, ça ne sert à rien. On arrive presque à la fin de notre échange. Est-ce que tu as des choses que tu souhaites partager ou je peux te poser ma prochaine question? Ce que je vais rajouter, c'est vraiment pour des femmes qui vivent la violence conjugale, de ne pas s'accrocher. Le plus important, si vous avez des enfants, ce sont eux votre vraie richesse. Il faut se soucier d'eux. Restez là à supporter. Aujourd'hui, moi, si demain j'ai une fille, moi je vais lui dire, si tu as un copain, Jonathan, ne me dis pas qu'il t'a frappé. Il a haussé le ton. Je te dis, c'est terminé. Ça, c'est mon conseil que je vais donner à ma fille. Parce que s'il hausse le ton, tu lui as donné ton bras, il va prendre le coude, il va avancer, etc. Il va te couper la tête. Parce que c'est une graine qu'on sème. Et dans 10 ans, si tu vas payer les pots, tu vas te rendre compte que voilà, et tout. C'est quelque chose de, voilà, je ne conseillerais à personne. Vraiment, ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait vivre. Et pour les enfants qui vivent dans ce traumatisme, qui y vivent ou qui en sont sortis, prenez le temps de guérir. Travaillez sur vous avant de vous engager même dans quoi que ce soit. La vie est difficile, elle devient de plus en plus difficile. La vie nous met le dos contre le mur pour certaines, voilà, des situations que voilà, tu te sens obligé. Mais après, on sait tous que la vie, c'est un choix. Rien n'est obligé. Donc, c'est ce que je vais dire. Et
Rien n'est statique, tout se transforme. Toutes les énergies qu'on puisse avoir, qu'elles soient négatives ou autres, elles peuvent se transformer en quelque chose de positif et de beaucoup plus grand. Quand ma maman est à l'extérieur avec son parce qu'elle était avec un homme à cette époque, la relation, parce qu'à 20 ans, quand je décide de prendre mes distances, on n'a que des nouvelles de temps à autre. Je n'essaye même pas de trop comprendre le comment, du pourquoi. Moi, je suis dans l'optique de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Même si aujourd'hui elle n'est plus là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Elle est avec le monsieur avec qui elle est. La relation va de mal en pire parce qu'elle n'arrive pas à guérir. Et elle le transmet dans sa relation avec le monsieur. Ils sont toujours en discorde. Je vais même vous dire qu'ils en sont arrivés au niveau de violence conjugale. Dans ce deuxième mariage, dans cette deuxième relation, pour vous dire qu'elle n'a pas pris le temps de savoir gérer ses humeurs, savoir, et je vais rajouter, si aujourd'hui tu es un homme, tu trouves qu'une femme a trop la bouche, quoi que ce soit, etc., c'est pas toi qui as fait son éducation. Ne t'accroche pas à cette femme pour aller chez elle la tabasser. Si elle ne mérite pas d'être à tes côtés, vu l'éducation, c'est une femme qui a trop de répondants, qui t'insulte devant tes amis, etc., laisse-la partir et continue ta recherche. Tu vas finalement trouver la femme qui est complémentaire avec toi, qui te respecte malgré tes défauts. Ça ne sert à rien de t'accrocher sur une femme pour telle raison. Peut-être les familles, il y a un intérêt familial ou dans tes affaires. Et voilà, tu te retrouves avec une femme qui t'insulte. Parce que c'est toujours le début de ça, hein, et tout. Ma maman aussi avait du répondant. Je veux pas mettre tout ça sur le dos de dire, oh, mon père du travail commence à taper sur elle. Non, c'est le répondant. Tu te rends compte qu'il y a un certain manque d'éducation. Mais laisse cette femme partir. Ne reste pas là et tu en fais ton tam-tam. Ce n'est pas un conseil pour un homme. En 2020, au 21e siècle, il y a moins d'hommes que de femmes. Ce qui est sûr, continue tes recherches. On est ancré dans le « oh, il faut que tu te maries vite, il faut que tu fasses des enfants vite ». C'est tout ça qui est en train de détruire notre société. Tu n'es pas obligé, à 40 ans, tu peux faire tes enfants. Et avec la bonne femme qui te respecte, pas la femme que tu tabasses tous les soirs. En 2018, tu apprends le décès de ta maman. Comment tu l'apprends et comment tu le vis? Je reste, une de mes tantes m'appelle. Déjà, ma maman était malade depuis, personne ne m'a dit. Je n'avais pas de ses nouvelles pendant près de 6 mois. J'étais en train de faire une formation, je n'avais pas de ses nouvelles, je ne savais pas, j'étais en train de me concentrer parce que je disais, il en va de mon avenir, de me concentrer. J'ai passé 17 ans à poursuivre le mauvais combat. Si j'étais plus concentré, ça n'aurait pas affecté mes études, ça n'aurait pas. Et ce n'est qu'à 20 ans que je me rends compte de ça. Donc je dis, je coupe les ponts, je me concentre sur le plus important. Elle est dans son coin, ma tante me dit qu'elle est malade depuis. Je vais chez ma tante, je la trouve dans un état, voilà. Elle me dit qu'il faut aller, elle est à l'hôpital depuis, voilà, etc., etc. Déjà que je n'ai aucune confiance à ma tante parce que toujours issue du même foyer polygamique, c'est un autre désordre, je ne comprends rien. Ma tante me dit qu'il faut qu'ils aillent à l'ouest. Elle se retrouve à l'ouest. Quand on est allé à l'hôpital depuis plus de 3 mois, rien ne va, etc., etc. Il faut aller à l'ouest, soigner son mal à l'indigène, etc. Je ne comprenais rien. C'était comme un film. Je n'arrivais pas à comprendre. Je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais dans quoi est-ce que maman nous a emballés, en fait? Déjà, elle est une personne que je suis encore en train de me battre pour comprendre les raisons et accepter les raisons de sa dureté envers nous et elle-même. Et elle nous met dans de telles situations. 3 mois, ils font 3 mois à l'ouest. Je reste un matin, on me dit qu'elle est décédée. On l'a amenée de ci et là, etc., etc. J'ai rien compris. En l'espace de 2 semaines, on a fait le deuil. Et il y a tellement d'incompréhension jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas le combat le plus important pour moi maintenant. Essayer de comprendre, d'aller vers ma famille, la belle famille qui est tellement grande, la famille de ma mère, la famille. Je n'ai plus le temps, je n'ai pas ce temps-là. Vraiment, c'est travailler sur moi qui est mon plus gros combat. Me lever tous les matins et dire « How am I gonna fix this for myself ?» C'est ça qui m'intéresse. Le deuil, durant les 2 semaines, je n'ai pas pleuré une seule fois. Mais quand j'ai enterré ma mère, je rentre à Douala. J'ai fait 3 jours de palu. C'est après que j'ai compris le choc. Je dis, mais je t'ai couché pendant 3 jours, fiévreux, 40 de fièvre. Je n'arrivais pas à réaliser, mon mental était au plus bas. Mon mental était au plus bas. Le 10 juillet 2018, elle est morte. Le 10 juillet 2020, ça fera 2 ans. Je n'ai pas encore fini de faire le deuil. J'en parle parce que ça fait partie du processus. Évacuer et voilà. Donc voilà. Oh, merci beaucoup, Franck Xavier. Quel message tu aimerais dire à ta mère? Quel message tu aimerais dire à ton père? Quel message tu aimerais dire à tes frères? À ma mère, de là où elle est, je lui dirais de tenir ma main pour m'aider à briser le cycle. C'est tout. Elle ne peut rien faire maintenant, d'autres, elle n'est plus là. C'est juste de me mettre, de veiller sur moi et de comprendre mon réel combat, de savoir que je veux briser le cycle. Elle était une orpheline à 6 ans qui a vécu des choses.
j'ai été orphelin à 23 ans, qui ai vécu des choses. Je ne voudrais pas que mes enfants demain soient des orphelins qui aient vécu quoi que ce soit. Sinon, leurs propres expériences, pas les expériences imposées par mes mauvais choix, pas les mauvais choix de leur grand-mère, de leur arrière-grand-mère. C'est vraiment tenir ma main, me donner des opportunités de briser le cycle. Pour mon père, de faire la paix avec tout ça. Je ne peux rien demander d'autre. De faire une introspection et se dire que était-ce nécessaire? Était-ce la bonne façon de gérer les choses? Pour mes frères, de m'accompagner et de rester dans l'optique de briser le cycle aussi, parce que nous sommes une lignée et nous sommes des hommes qui seront amenés à avoir des familles. Des familles naîtront de nous. Nous devons créer des familles dignes, des familles... Ça va être dur. Jusqu'aujourd'hui, je suis convaincu que ça va être très dur. Ça va être très dur, mais il faut bien s'armer. D'ailleurs, avant de clôturer, quelle est justement ta relation avec les femmes? Alors, c'est une question que j'avais hâte de la recevoir. Parce qu'aujourd'hui, moi étant un garçon, j'ai plus de relations avec la gente féminine parce que j'ai grandi dans une maison avec des hommes, 3 frères, un père. Donc la folie des garçons, le désordre des garçons, je suis habitué. Mais l'organisation, la maturité, etc. que les femmes ont, je n'en avais pas. Ce qui fait que j'ai beaucoup plus de rapport avec la gente féminine. Et pour chaque ami que j'ai, selon la personnalité que je me suis construite jusqu'aujourd'hui, j'ai tout pour le prouver. Je n'ai aucun ami qui m'a présenté sa mère et sa mère m'a dit non. J'ai un respect ultime pour les mamans. Quand je vois une mère, quand j'entends un enfant dire que ma mère, je dis que tu sais quoi, tais-toi. Tu dois, ta mère, quand elle est absente là, c'est là où tu sens son importance. Tant qu'elle est là, tu peux lui dire tout ce que tu veux. Aujourd'hui, par exemple, ma meilleure amie et tout, en 2020, quand j'ai eu 20 ans, elle vivait en Angleterre, quand elle rentre, elle trouve tout le chaos. Elle a été à côté de moi durant toute mon histoire. Elle m'a confié à sa maman. Aujourd'hui, c'est sa maman qui est un peu comme un mentor pour moi. C'est une grande chef d'entreprise. C'est elle qui me conseille. Quand j'ai mes idées, je l'appelle, etc. Et tout. Et j'ai compris que pour que je survive dans la société, je ne veux que ce genre de femmes. Je ne veux que des Diane Audrey Gacko dans ma vie. Je ne veux que des femmes fortes. Des femmes qui saisissent la vie, qui la comprennent et la saisissent. Mon rapport avec les femmes, c'est le respect. Je respecte beaucoup les femmes. En bref, c'est ce que je peux dire. Et j'ai une estime totale pour les femmes de poigne. Donc, tu aimerais que ta femme soit une femme de poigne? Totalement. Totalement. D'accord, merci Franck Xavier. Merci beaucoup pour ce moment ensemble. C'est la fin de cet épisode. Comment tu te sens? Je me sens très content d'avoir partagé ça avec toi. Je n'en ai parlé, mis à part avec ma meilleure amie, mes amis. Je n'en parle pas beaucoup parce que c'est une partie de ma vie qui, je n'ai pas envie de ressasser tout le temps. Je suis en train d'essayer de passer à autre chose. Et tu es vraiment la première réelle personne. Et ce qui est drôle, c'est que je ne sais pas jusqu'où si maman m'avait dit va. Et ça, c'est des millions d'auditeurs qui vont écouter. Je me sens soulagée. Tant mieux, c'est vraiment le but, l'importance notamment via ce podcast de libérer la parole. Alors, chers auditeurs, nous voilà à la fin de ce 3e épisode de Si Maman m'avait dit, en compagnie donc de Franck Xavier. J'espère que ces mots, son histoire, ses expériences, ses sourires, ses doutes, vous apporteront un peu plus de lumière et surtout vous donneront envie aussi de peut-être tendre la main aux personnes de nos entourages qui vivent ça, que ce soit un petit-neveu, une petite-nièce, un cousin, une sœur, un frère ou même une mère. N'hésitez pas en tout cas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou en laissant un commentaire en utilisant le hashtag Si Maman m'avait dit. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses et on se donne rendez-vous dans quelques jours, notamment le 17 avril. Au revoir.